Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille, le format court de course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. Et j'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui va nous permettre d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Jean-Michel, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique au format pastille. C'est un format court, comment ça va? Salut Guillaume. Bon, ça va bien. Tu vois, je regarde tomber la neige dans les Hautes-Alpes. Eh ben, tu sais qu'on la regarde tomber à Paris aussi depuis hier. Ah ouais, joli. Si tu veux faire un peu de snowboard là à Montmartre, c'est possible. Hmm. Ramène ta planche et puis Voilà. let's go. J'appelle On va voir. casquette verte et on fait un contest. Ouais, c'est ça. Jean-Mi, je te propose de revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie et puis plus particulièrement tes 28 années passées chez Salomon, dont 20 d'entre elles plus particulièrement consacrées au running. Cette idée m'est parue très évidente à la seconde où j'ai vu ton post en fin d'année là, sur les réseaux, c'était il y a 3 semaines aujourd'hui, où tu annonçais ton départ. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui voudraient ensuite en savoir plus à l'issue de notre échange à écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble. C'était le 23e épisode de Course épique, c'était un autre temps. L'épisode s'appelait L'homme de l'ombre, qui t'était consacré, qui était ton premier podcast à l'époque. Oui. Cet épisode revenait plus particulièrement sur l'UTMB 2017, que tu avais vécu au plus près de François Daen. C'est un excellent souvenir pour moi, un épisode qui a beaucoup plu aux auditeurs de Course épique. Ils ont un goût fou, mais ça, je le savais déjà. C'était un grand plaisir déjà d'échanger avec toi, donc je suis content qu'on reparte pour un tour aujourd'hui. Donc merci de ta disponibilité. Jean-Michel, on enregistre cet épisode le 9 janvier, qui n'est autre que la date de naissance d'un certain nombre d'artistes. Sean Paul, Lara Fabian, Jimmy Page, Bibi et Joan Baez. Lequel de ces 5 artistes, en tout cas, ou albums, t'emmènerait sur une île déserte là, si demain il ne pouvait avoir qu'un disque? Je suis sûr que ça va être Lara Fabian, très probablement. J'hésite. Joan Est-ce que Baez. c'est assez rock pour toi, ça ou pas? Non, pas assez rock, c'est sûr, mais C'est pas assez rock. pour la philosophie, Joan Baez. D'accord, Non, ok. autrement, ça serait un album des Clash. Ok, bien aussi. Je sais pas si Joe Strummer est né un 9 janvier ou pas, je crois pas, sinon il serait dans ma liste. Jean-Mi, à l'heure à laquelle on se parle, donc le 9 janvier, est-ce que tu as officiellement rangé avec précaution dans un placard ta casquette de team manager de Salomon? C'est derrière toi? Je l'ai bien rangée, c'est une casquette en plus qui était réellement une casquette mythique en fait. Physiquement, je l'ai rangée parce qu'il y a eu une casquette mythique qui a fait tous les UTMB avec François et tout. Non, autrement, ouais, j'ai tourné la page, ça y est, j'ai changé ma panoplie de couleurs de vêtements. C'est On beaucoup peut le voir sur la vidéo pour ceux qui regardent en vidéo, voilà, c'est effectivement. beaucoup plus, Il y a un petit logo. voilà, c'est petit. Non, c'est une page qui se tourne, il fallait la tourner, c'était le bon moment. Tout va avec, Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, voilà, surtout. c'est ça, C'est aussi, faut le voir comme ça. faut que je retrouve mes marques. Et c'est une jolie page qui va à écrire. Et ça, c'est vraiment stop. Tu vas nous raconter tout ça Ouais. en fin d'épisode quand on va se parler un peu de la suite. Jean-Mi, c'est une question traditionnelle du podcast, mais que tu n'avais pas eu, je pense, dans cette version à l'époque de notre premier enregistrement. Est-ce que tu veux bien te présenter, mais sans parler de sport? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi, de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu aimes dans la vie, sans tout de suite ouvrir le livre Sans de parler de sport? sport, je viens des Hautes-Alpes, qui est un territoire très outdoor, c'est pas sport. Non, Non. ça passe. En anglais, Non, ça passe. je suis fan de plein de choses, de musique, de street art, de culture et de temps en temps de sport. Tu avais 53 ans la dernière fois qu'on a échangé, tu as un peu plus, je crois. J'en ai 56 maintenant, je vis au cœur des Hautes-Alpes maintenant. La dernière fois, je vivais à Annecy. La vue de ton bureau a fait baver de jalousie plus d'un, à commencer par moi, là, ouais, que tu as publié sur les réseaux. Eh ouais, T'as une jolie vue pour bosser là. ouais, j'étais obligé, voilà, mais j'étais parti il y a 30 ans des Hautes-Alpes et je suis revenu pile 30 ans après et ça fait plaisir aussi. Et là, en plus, je suis sur le parcours du Grand Trail de Serponçon qui passe à 300 mètres. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Donc, Là, tu bouges c'est plus. sympa. Je bouge plus des Hautes-Alpes au C'est la niveau maison. perso. Par contre, j'en bouge beaucoup au niveau pro. Ça commence, tu vois, on est début janvier, ça commence déjà demain. Ou demain, demain, je suis en Italie pour aller voir des athlètes en Italie, voir des parcours en Italie. La semaine d'après, je remonte sur Paris. Pas de Ouais, répit après, pour les braves. voilà. Tu vas amortir ta carte grand Non, voyageur assez rapidement, j'ai l'impression. exactement, exactement. Jean-Mi, on va ouvrir la vanne du sport, ça y est, tu peux en parler. Je voudrais commencer par ta pratique de haut niveau dans tes plus jeunes années, dans un sport qui est pas la course à pied. Est-ce que tu peux nous en Non. parler et aiguiller nos auditeurs? Je viens du snowboard, il y a très très longtemps, personne n'était né encore. Années 90, J'étais c'est pro ça? en snowboard.
Voilà, c'est ça. J'ai été pro en snowboard de 89-93. J'étais en Coupe du Monde. Ça tournait pas mal. Après de là, en 93, j'ai commencé à bosser chez Scott en manager de mountain bike et de snowboard. Et à partir de 96, déjà, j'ai bossé chez Salomon en manager pour le snowboard, après pour le ski freestyle, puis le trail running, un petit sport qui se développait. On était en 2002-2003 où on commençait l'aventure trail running chez Salomon. Comment elle s'est passée là, cette rencontre avec Salomon? Tu te souviens du contexte, comment c'est arrivé jusqu'à toi? Ouais, assez naturellement parce que j'avais mon mentor de sport marketing qui était Pascal Aymar, qui travaillait chez Scott et qui partait chez Salomon. Et du coup, j'ai switché avec lui parce que lui, il avait envie qu'on bosse ensemble encore sur en plus mon domaine de prédilection qui était le snowboard. Il en avait marre, et marre. Il en avait un poil là, Il voulait pas de changer. moi. Ouais, non. Et mais du coup, je switché et après, j'ai mis les pieds chez Salomon. Et quand tu rentres dans une grande famille comme Salomon, tu y restes généralement quelques années. Et j'ai passé en interne, puis en externe, 28 ans en tout. La bascule vers le running, c'est à ton initiative? Est-ce que ça se fait par la force des choses ou c'est un désir que toi, tu as formulé et tu étais un curieux? Non, c'était logique. Le trail running, moi, j'en faisais tout le temps parce que quand tu viens dans des territoires outdoor comme les Hautes-Alpes et tout, tu courir en montagne, c'est logique. L'été, tu fais ou du VTT ou tu cours en montagne. Moi, en 2002, je suis encore avec les snowboarders, mais j'ai presque le double d'âge d'eux. Et à des moments, il faut que tu sois un peu logique avec toi-même. Si tu veux comprendre les codes des sportifs, que tu veux comprendre leur attitude, il faut que tu sois en phase à 100% et tu peux plus être en phase avec des snowboarders qui ont 15-16 ans quand tu en as plus de 30. Jean-Mi, tu as Donc, quand même le double de l'âge de certains coureurs Salomon, il faut que je te le dise. oui, Non, oui, non, mais il y a mais l'histoire de génération 15-18, c'est sûr que c'est d'autres codes, bien sûr. c'est d'autres codes et des codes de freestyle et tout, même si j'en viens, voilà, je vous disais, ouais, c'est le moment d'y aller. Et j'avais ce sport, j'étais persuadé de l'expansion de ce sport quand on a commencé avec Salomon en 2002. Je crois qu'en 2003, les premiers chiffres, on est à moins de 1% De part de marché? de la boîte. Ah oui, d'accord, Ouais, de part de marché du running sur Salomon. dans la Ok. société, de chiffre d'affaires dans la société, on représente carrément rien. Mais il y a un grand monsieur qui s'appelle Jean-Luc Diard, qui a été patron après de chez Oka et qui a créé Oka, qui était persuadé aussi qu'il fallait qu'on équilibre le chiffre d'affaires dans les sociétés entre le sport d'hiver et le sport d'été, et qui a poussé à fond pour le sport d'été, qu'on développe le sport d'été. Il y avait le raid, il y avait le multisport, il y avait de l'outdoor comme VTT et tout, et il y avait le trail running qui commençait à bien marcher dans certaines zones du monde, sur certaines courses et tout, et on est parti à fond là-dedans, sans trop savoir ce qu'on faisait, mais en amenant nos codes à nous. Quand on a créé le premier team, c'était en 2003, puisque le premier team, il arrive le 1er janvier 2004 en France, structuré avec des kinés, avec des teams de couleurs, tout ce qu'on connaît maintenant. C'était une révolution en 2004, parce qu'en 2004, il y avait uniquement des clubs, des associations, des choses comme ça, mais c'était très très fédéral. Donc voir une marque arriver avec une structuration, c'était waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu avais une vision très claire, toi, de ce que tu voulais faire, Jean-Mi? Ou est-ce que ça a été très exploratoire et itératif, ou est-ce que tu avais un cap déjà? C'était très clair dans l'idée, l'ADN sport et l'ADN de la boîte. C'est-à-dire que c'était ancré en nous. On est là pour travailler à la fois sur les produits, à la fois sur les athlètes, et à la fois pour le sport. Les trois axes doivent aller ensemble. Tu peux pas développer un des trois et abandonner les deux autres. Donc on s'est dit, là, on va reproduire ce qu'on fait en snowboard, en ski et tout. Là, on va grandir avec des athlètes, grandir avec des événements, grandir avec des médias. Au final, c'est le sport qui va grandir. Ça, c'est le fil rouge. On l'a jamais lâché, ce fil rouge. Ce qui veut dire que là, tu parles du snowboard, par exemple, tu penses que d'autres disciplines étaient déjà plus avancées dans cette structuration-là et cette forme de professionnalisation? Bien sûr, ouais, tous les sports pro. Tu prends du snowboard, tu prends du skate, tu prends du ski freestyle, du ski freeride, tout ce qui est sport professionnel. En outdoor, je te parle bien, ou du VTT. Les teams pro en VTT, ça fait déjà 10 ans, 15 ans que ça tournait. Les teams Cannondale en VTT, les teams Sun, Chippy, les teams Giant, ça tournait très très bien déjà. Tu te sers des codes des autres sports pour ton sport en prenant leurs bons codes, en éliminant les mauvais et en t'en inspirant. C'est une question que je t'ai posée dans le premier épisode sur lequel on a échangé ensemble, mais qui est important, c'est bien comprendre toi ton périmètre et ton champ d'action, et puis est-ce qu'il a été évolutif dans le temps, est-ce qu'il a été amené par la force des choses avec l'évolution du marché, l'évolution de la taille de l'équipe, des ambitions et de sa structuration à évoluer? Oui, ça évolue parce que le sport évolue. Tu vois, maintenant, il y a 20 ans, on n'aurait pas pensé avoir autant de professionnels. J'ai travaillé vraiment avec des professionnels. Maintenant, en trail running, avoir des garçons des garçons et des filles qui ont des véritables structures autour d'eux, ça devient une logique et j'espère que ça va devenir une logique.
C'est-à-dire que tout ça veut dire que le sport aura vraiment, se sera développé, que les sportifs gagneront bien leur vie. Maintenant, tu as des gens qui ont des managers, des assistants en communication, des gens qui travaillent sur leurs réseaux sociaux, qui retravaillent sur leurs sportifs, leur planification sportive. Et c'est très très bien, parce que ça veut dire que le sport devient mature. C'est ce que j'avais retenu aussi de nos échanges de l'époque, c'est qu'en gros, le but du jeu, c'est qu'eux puissent se consacrer uniquement aux sportifs et que tu puisses les décharger de tout le reste et que ce soit fluide pour eux et invisible finalement, qu'ils aient qu'à se concentrer sur l'essentiel et que toi, tu gères tout ce qu'il y a autour. Il faut que ça soit fluide pour eux. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça soit pas une prise de tête. À tout niveau, tu vois, ce qu'on a toujours dit et que je dirais toujours dans le team, et ça vient des Spiridon et tout, c'est que le sport ou le trail, en l'occurrence, ne peut être que le principal des choses secondaires. Une fois que tu as tout aligné, ton pro, ta famille, ton financier, tu peux être vraiment relâché dans ta tête pour performer dans ton sport. Donc moi, mon jeu, c'est trouver ça, c'est trouver cet équilibre pour que les garçons et les filles puissent s'éclater dans leur sport et donc performer. C'est des choses qu'ils arrivaient à assimiler assez vite, là, justement, cette espèce de pivot, de mettre le bon engagement, la bonne détermination pour performer à haut niveau et en même temps ne pas se tromper de combat et de se dire qu'il faut avoir d'autres piliers à côté essentiels. Est-ce que c'est facile à faire entendre? Non, au début, pas du tout. Mais c'est ce qui est hyper intéressant quand tu rentres avec un athlète qui a 15, 16, 17 ans. Maintenant, tu vois, les athlètes en trail running qu'on recrute, c'est des garçons qui ont 16, 17, 18 ans. Ils sont à fond, à 100%. Leur objectif, c'est de se dire à 20 ans, je serai professionnel, je gagnerai ma vie avec ça et tout. Quand tu leur dis, attends, calme-toi, on va d'abord poser les bases. Les bases, c'est que tu sois vraiment structuré dans ta vie parce qu'elle est importante, c'est que tu sois structuré dans ta vie, dans ta carrière trailer qui peut durer 5 ans, 10 ans ou peut-être que 2 ans. Mais c'est surtout important que tu sois structuré pour le reste de ta vie. Et assez vite, tu les questionnes d'ailleurs sur l'horizon. C'est quoi dans 3 ans, tu le vois où? Dans 5 ans, tu le vois où? C'est compliqué de répondre à ces questions. Peut-être avoir des réponses très impulsives, mais si vraiment on veut bien poser les choses et bien construire le plan, ça nécessite beaucoup de réflexion, je pense. Mais c'est compliqué, mais tu te dois de le faire. Tu te dois de le faire pour leur donner aussi des vrais marqueurs. Tu peux pas leur mentir. Tu le sais au fond de toi-même, si l'athlète en face de toi te dit dans 2 ans je vais gagner l'UTMB, tu peux pas lui dire oui, t'as raison, si au fond de toi-même tu sais très bien qu'il a un truc très louable qui peut être entre 10 et 15, mais c'est pas du tout les mêmes jeux. T'as pas le droit de lui mentir. Il vaut mieux que tu dises non, tu gagneras pas dans 2 ans. Tu seras très bon dans 2 ans, mais pas au niveau de gagner. Et là, c'est que tu es clair avec lui et tu peux construire quelque chose de très très clair avec lui et potentiellement aussi le réorienter sur quelque chose d'autre où il va être beaucoup plus performant. Est-ce que le fait d'avoir un horizon aussi de long terme, au-delà de fixer le cap, ça permet de dégager un peu de pression sur le court terme? C'est-à-dire, je passe à côté d'une moitié de ma saison ou de ma saison sur une course qui est importante, un objectif A de l'année, je le plante. C'est pas grave, je suis dans l'apprentissage parce que ce qui compte, c'est pas là où je suis précisément aujourd'hui, c'est que dans 2 ans, avec Jean-Mi et le team, on s'est dit que c'était là qu'on devait être. Et donc finalement, ça aujourd'hui, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est un apprentissage dans la construction qui mène vers l'objectif. Ouais, c'est exact. Bah, là, de toute façon, t'as tout résumé. Tu loupes ton objectif, pas besoin de s'en rajouter un une semaine après en disant il faut absolument que je me récupère de ce que j'ai loupé. Non, tu l'as loupé, tu l'as loupé. Tu passes à autre chose. Il n'y a pas longtemps, je disais quelque chose, une phrase très simple, c'est tout ce que tu fais dans la vie, c'est où tu gagnes ou tu apprends. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais non, par contre, faut pas surtout pas se rajouter une couche en disant ah, dimanche, je me suis planté dimanche prochain, je me rattrape. Ça marche pas comme ça. Tu réfléchis pourquoi tu t'es planté. Tu dis bon, mais le prochain objectif, il est dans 2 mois. Mais dans 2 mois, je ferai tout pour de plus recommettre l'erreur. Et c'est surtout que si tu veux, quand tu montes des teams, il faut que tu montes des teams aussi à structure, avec une certaine hiérarchie logique. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont là pour gagner en l'instant T, tu en as d'autres qui sont là pour apprendre, et tu en as vraiment d'autres qui sont là pour, dans le cap en dessous, qui sont vraiment au début. Ce qui fait que tu enlèves la pression aussi des gens au fur et à mesure comme ça, parce que ben, ceux qui sont là pour apprendre, si soit sont en dessus, ça va gagner. Et vice-versa, ceux en dessus se disent, ben, si je me loupe moi, il y a quand même ceux qui sont derrière qui, de toute façon, c'est bénéfique qu'ils soient là sur ce week-end. Donc, quand tu arrives à mettre cette alchimie dans le team, généralement, ça match plutôt pas mal. Est-ce que tu penses, Jean-Mi, que ton héritage de sportif de haut niveau, c'est indispensable ou est-ce que c'est à minima un vrai plus dans le job que tu as pu avoir sur sur la compréhension de la réalité d'un athlète de haut niveau? C'est un vrai plus. C'est un vrai plus, mais c'est pas indispensable, mais c'est un vrai plus. C'est pas indispensable au point de vue que c'est que de la logique humaine. Tu peux venir de plein de choses et avoir la même logique. C'est indispensable au point de vue, tu sais, le désespoir des fois que peut avoir un athlète en rentrant chez lui derrière en s'étant planté,
où tu sais ce que peut être les considérations financières d'un athlète, dans quelle galère il peut se retrouver en disant waouh, si je loupe ce contrat, je suis pas bien. Tu connais ça, donc c'est à alterner là-dessus. N'empêche que si moi il y a encore 5-6 ans, je suis retourné sur les bancs d'école pour repasser un DU, pour reperformer un peu plus et me reposer sur des nouvelles bases. Au-delà de cette sensibilité là que tu as et cette empathie, attention, compréhension pour les athlètes, est-ce que cette fibre de manager, tu l'as toujours eu en toi? C'est quelque chose qui t'a toujours aimé faire, structurer, accompagner, développer? Accompagner, oui, parce que c'est aussi ça. Tu peux être entraîneur d'un club de foot. L'important, c'est accompagner les mômes, quel que soit ton niveau dans le sport. Moi, j'ai eu la chance de travailler jusqu'aux Jeux Olympiques. Tu es là juste pour accompagner quelqu'un et l'amener à ce Graal des Jeux Olympiques. Et le soir, tu te dis, ouais, j'ai fait quand même quelque chose dans ma vie qui est sympa aujourd'hui. Si on revient là au tout début du team, donc notamment ta collaboration avec Christophe Mallardet, comment vous interfaciez? C'était quoi la logique de votre binôme à l'époque? Est-ce que c'était la bonne formule, tu penses? Avec Chris, donc Chris était athlète au tout début. Chris était athlète. Je crois qu'il a été athlète 4 ans dans le team. On avait d'autres coachs et arrive au moment, je dis à Chris qui commençait un peu à tourner en rond, hyper fort. Il venait de faire 2 fois consécutif, deuxième au Templier, derrière Tom Blanchet. Chris commençait un peu à se dire ouais, qu'est-ce que je fais et naturellement, ça nous est venu en disant ben ouais, mais pourquoi tu ne deviens pas coach du team? Tu as une base, tu connais, on se connaît tous les deux, on a le même feeling au niveau des athlètes sur les planifications et sur leur carrière. Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Et c'est là où on a commencé à travailler réellement comme un vieux couple avec les athlètes et on a poursuivi. Chris gère pratiquement tous les athlètes Salomon encore aujourd'hui, que ce soit Chris ou dans sa structure avec Diego Alarson. Les jeunes athlètes Salomon Espoir sont gérés par Diego Alarson, qui est dans la même structure que Christophe et qui est un peu dans cette même philosophie. Dans le périmètre que toi tu couvres, Jean-Mi, que tu as couvert, il y a toute la partie communication. Est-ce que communication et sportive peuvent être toujours compatibles? Est-ce qu'ils doivent, par la force des choses, le devenir? Est-ce que c'est toujours le sportif qui va l'emporter en toutes circonstances? Pour moi, il faut avoir une assise sportive pour être crédible. C'est-à-dire, on construit un sportif, on fait de la perf, on est crédible sportivement, et après, on fait sa com. Et après, on construit une communication à côté. Je préfère dans ce sens-là que l'inverse, où beaucoup d'athlètes veulent absolument communiquer au départ, montrer qu'ils existent. Et arrive au moment, il manque un élément. L'élément, c'est la crédibilité sportive de sortir une perf, sortir un résultat. Je dis pas forcément gagner, mais être là, être présent. C'est pour ça quand nous, tous les athlètes, que ce soit chez Salomon ou là, maintenant avec mon nouveau team, au début, on n'est pas là pour communiquer. Je leur dis pas, demain, il faut que vous ayez 40 000 followers, il faut qu'on vous suit. Non, vous êtes là pour performer, vous performez, et quand vous aurez performé, vous serez crédible pour parler aux médias, vous serez intéressant pour les médias. Et les médias, je pense, le comprennent aussi bien avec qui je travaille, de ne pas mettre une surpression sur des jeunes athlètes parce qu'ils ont fait une demi-perf. C'est pas le moment. Je dis souvent aux médias, je dis on attend et on fera un beau truc quand il aura gagné un gros résultat ou il aura marqué une belle pierre dans sa carrière. Est-ce que ça peut orienter aussi des choix sur le planning sportif, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des courses qui sont incontournables et très exposées, et donc il faut y aller, même si sportivement c'est peut-être pas le meilleur choix, ou est-ce que c'est vraiment le déterminant, ça va être d'abord de se dire cette course me construit, et puis peut-être que c'est pas la plus visible, mais je fais mes armes dessus, et puis... Ouais, mais c'est par étapes. On sait tous, il y a une course au monde qui est la seule course qui est réellement archi reconnue, c'est l'UTMB à Cham. Je parle vraiment de la finale à Cham, hein. Mais ça sert à rien d'y aller dessus pour faire 200e pour une élite. Il vaut mieux se construire avant sur pas mal de courses, arriver, venir voir une première fois, comprendre comment ça fonctionne, pour revenir après pour essayer de faire la meilleure des perfs. C'est pareil, c'est un truc step by step. Moi, quand j'ai des athlètes qui me disent dans 2 ans, je serai à l'UTMB et je vais tout péter, je dis, mais attends, là, actuellement, tu fais des distances courtes, tu as un potentiel. Non, dans 2 ans, tu y seras peut-être, mais tu seras peut-être pour comprendre comment ça fonctionne et te prendre une surpression. Il y a très peu de courses dans notre sport où il y a une surpression au départ. Quand tu es à l'UTMB sur la ligne de départ où tu vois des élites qui sont en train de sortir des petites larmes, tu dis, ah ouais, là, il se passe quelque chose. S'ils n'ont pas connu ça une première fois, c'est compliqué pour eux. Il n'y a pas que des Kylian et des François. Ton rôle là, de team manager passé et puis à venir, c'est
construire des équipes qui soient homogènes, c'est ça, mais elles doivent être homogènes aussi dans la différence. Est-ce que chacun contribue en apportant des briques qui peuvent être complémentaires à certains cycles de chacun, de développement sportif, d'état d'esprit, de leadership, de maturité et autres? L'idée, c'est d'avoir un peu un ensemble homogène. Oui, c'est ça, c'est que des briques, ils amènent chacun leur brique, et chacun leur état d'esprit. Moi, ce que j'adore, c'est quand on va prendre le cas Salomon, où tu as un Thibaut Barognan qui a un fou d'âme de nutrition, qui va pouvoir partager ça avec des plus jeunes, quand tu as une Camille Bruyat qui te parle de yoga et qui va faire partager sa passion à des plus jeunes, quand tu as un François pareil, et voire même un jeune, quand tu reprends dans les historiques Salomon, quand tu as un jeune, très jeune qui arrive, qui s'appelle Kylian Jornet, sur les stages et qui dit à des icônes du moment qui s'appelaient un Jonathan Wyatt, qui était champion du monde de montagne, qui avait un Thomas Lourmanger, qui leur dit mais je comprends pas ce que vous voulez faire avec votre litre et demi de flotte dans le dos. Moi, je vais partir uniquement avec un bidon et ça suffira. Ben, tu te dis ah ouais, là le gamin il leur ramène quelque chose parce qu'il leur ramène une question dans la tête et il les chatouille dans le bon sens. Chacun amène quelque chose. Le but, c'est que ça fusionne et ça fasse un bon mélange à la fin. Le plus difficile là, dans ce rôle, est-ce que c'est, comme bien souvent, c'est la gestion de l'humain? En fait, c'est gérer les périodes de creux, les doutes, les incertitudes. C'est ça qui est le plus difficile et sur lequel il n'y a pas de recette finalement. Oui, le plus difficile, c'est pas féliciter un mec et il vient de gagner. Globalement, tu sers pas grand-chose quand tu es juste dans une raquette d'arrivée pour féliciter un mec et lui taper dans le dos parce qu'il a gagné. Tu sers plutôt quand le mec n'arrive pas à la raquette d'arrivée parce qu'il est blessé, parce qu'il vient d'abandonner et qu'il faut remonter le ressort dans le bon sens pour revenir un moment parce que là, tu fais de la gestion humaine. Je suis jamais rentré, par exemple, sur la ligne d'arrivée de l'UTMB. C'est assez bizarre, mais je vois pas pourquoi j'irais face à des caméras pour féliciter un François, un Kylian ou un autre. Là, c'est leur moment à eux. C'est plutôt le moment où tu disparais, ça, en général. Ouais. Ouais, généralement en plus, ouais. Mais par contre, oui, je préfère être là parce que le mec, au kilomètre 80, il n'était pas bien, au kilomètre X, il était vraiment pas bien. Quand on parle avec d'un François, l'année où il abandonne, où il faut aller le chercher sur un chemin parce qu'il est assis sur une pierre avec un genou en vrac. Là, tu sers à quelque chose et surtout, tu sers à quelque chose le lundi, le mardi et le mercredi qui suit. Qu'est-ce qu'il faut réussir à instaurer avec un athlète pour que ça marche et pour que ça dure surtout? Il y a un bel exemple de longévité, notamment avec François. Qu'est-ce qu'il faut réussir à créer comme lien? C'est mesurer, toujours être dans la mesure des choses. Ça sert à rien de s'enflammer à des moments pour se fracasser derrière. Si on reprend l'histoire de François, la seule année qui a été compliquée, c'est l'année qui a suivi les triples victoires UTMB, Fuji et Réunion. Parce que là, tout le monde s'était un petit peu enflammé avec 3 grosses victoires, 3 gros records. L'année qui suit, ça a été compliqué. Ça a servi à François, ça m'a servi à moi parce qu'on s'est dit waouh, ça, il faut pas le refaire. Cette histoire, il faut pas le refaire. Et on l'a jamais refait. Et François, derrière, est revenu à parfait, à toujours parfait. Et au fond lui-même, quand tu regardes ses planifications, par exemple, quand il vient de présenter sa planification de l'année prochaine, il met de l'écart entre les courses. Il y a du volume, mais il y a du volume très, très intelligent, avec une véritable planif. Moi, mon but aussi avec les jeunes, là, on est en train de travailler sur les planifs, c'est de comprendre ça. C'est tu mets des objectifs à ton niveau, tu espaces, et on va essayer de travailler dans le temps pour que tout s'harmonise. Tu parlais de partage et de transmission. Toi, tu reçois aussi beaucoup, j'imagine. Tu apprends beaucoup à leur contact. Est-ce que ça vient te bousculer parfois aussi dans tes convictions? Est-ce que ça peut te contribuer à te faire remettre en cause une partie de ta vision, en tout cas? Et heureusement, C'est ce que tu cherches aussi. bien sûr. Bah, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Iliane quand il a à partir de 17 ans. Donc là, j'ai pris quelques claques consécutives. Ou avec un François, une approche de François. Mais c'est pour ça aussi j'aime bien regarder aussi ce qui se passe dans plein d'autres sports, parler avec plein d'autres sportifs dans d'autres sports, tu vois, ou des sports très très médiatiques avec des sportifs très très médiatiques qui vont t'apporter quelque chose parce que de leur expérience et tout. T'apprends à tout âge. Le mec qui aujourd'hui te dit ouais c'est bon j'ai tout compris à ce sport et je vais arriver et j'ai tout compris. En fait, il n'a pas compris grand-chose. Faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, il faut faudrait qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête. Oui. Parce qu'en fait, tu regardes du trail running, regarde les vitesses en trail running, les vitesses de record, tout change en permanence. Si nous, on change pas, eh ben, on fait croculer, en fait. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire émerger des jeunes pousses, des jeunes talents? On a l'impression que c'est vrai que les plus hautes places sont globalement trustées quand même par un certain nombre de coureurs qu'on connaît déjà depuis un petit moment. Est-ce que c'est un vrai challenge aujourd'hui d'aider, d'accompagner, de les aider à percer? Ou est-ce que les générations se renouvellent, selon toi, de façon logique, normale? On a l'impression que c'était plus facile avant. Mais tu regardes les premiers chronos les chronos de Kylian au tout début, il sort quand même des UTMB en moins de 21 heures. Déjà.
Donc on peut dire, ouais, c'était facile avant de gagner. Non, c'était pas facile avant de gagner parce que taper Kylian à moins de 21 heures, tu regardes même aujourd'hui en 2023, il n'y en a pas beaucoup en moins de 21 heures. Hein. Mais pour un nouveau athlète, ce qui est plus compliqué maintenant, c'est la gestion totale et complète de l'année avec les réseaux sociaux, avec ces choses-là. Ça, c'est très très compliqué parce que très peu de temps, il peut lâcher le cerveau en disant je fais autre chose. Si tu veux, avant, tu avais l'athlète qui faisait sa perf. On revient sur Kylian, il faisait sa perf. Le mois qui suit, il ne se prenait pas la tête avec des réseaux sociaux, à parler tous les jours aux réseaux sociaux et à regarder ce que font les autres. Maintenant, actuellement, c'est là le problème, c'est qu'il fait sa perf. Le mois qui suit, il faut qu'il explique sa perf ou sa contre-perf. Et en même temps, il faut qu'il regarde les Strava, tous les Strava de son pote qui fait mieux que lui dans Strava, qui a pété un record Strava. Et ça, gérer le mental 365 par an, c'est juste horrible. Parce qu'un sportif de haut niveau, lui, il n'a pas le droit à une déconnexion. Hein. Et il y a toutes les activations partenaires aussi, qui sont quand même intensifiées. Ouais. Et il faudrait qu'il ait droit à une déconnexion digitale numérique, mais ça le rattrape toujours. Même si tu t'appelles François au fin fond du Beaufortin, tu es toujours rattrapé par des infos qui te tombent dessus, qui viennent des réseaux sociaux. Je te propose, Jean-Michel, qu'on bascule sur quelques souvenirs clés et puis un petit bilan de cette grosse vingtaine d'années, si on est sur le prisme running en tout cas. Les athlètes qui t'ont particulièrement appris, on parlait de ça tout à l'heure, et en quoi, sur quelle sphère? Sur cette période, qui m'ont particulièrement appris Julien Absalon en VTT, qui est une référence monstrueuse au niveau carrière et qui est en train d'attaquer du trail running. C'est quoi ce qui t'a apporté ou bousculé? Sa remise en route mentale après chaque victoire olympique. Le mec, il gagne tout et il arrive à se dire, allez, j'y retourne. Tu te mets une sacrée violence pour faire ça. Mec, archi respect pour une carrière parfaite. Il termine manager, il monte un team. Waouh, c'est vraiment c'est impressionnant. Après Kylian, parce que Kylian, c'est Kylian et pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore maintenant et tout. On pouvait soupçonner une telle longévité chez Kylian? Oui, parce que on en parlait, parce que tu sais, c'était à Lake Tahoe, pendant son record à Lake Tahoe, j'avais fait un morceau d'heure avec lui là pendant son record. Et il en parlait déjà parce qu'il était très clair là-dessus. Il te disait, ouais, moi j'ai envie de gagner ça, j'ai envie de gagner ça, j'ai envie de faire ça, et après j'ai envie de faire ça, et après je ferai peut-être un tour du monde, et surtout je vais aller en Everest, et je vais aller me faire des sommets en Everest, et tu te dis, waouh, le mec, il rebondit déjà dans sa tête. Tu sais, c'était un peu une balle qui rebondissait. C'est une balle de ping-pong. On disait, ouais, je vais gagner ça, mais après, tiens, je pourrais faire ça, ça serait intéressant que je me mette à ça. Et tu t'aperçois que là, 15 ans après, cette petite balle qui rebondit, il est en train de faire tous les rebonds qu'il a annoncés. Donc, waouh, tu dis, ouais, lui, c'est quand même quelque chose. Après, tu as François, parce que François, c'est cette maturité permanente avec une gestion complète qui est incroyable entre la famille, entre son job, entre son sport, entre, tu vois, maintenant en tant qu'organisateur. Ces trois-là marquent, plus la folie de Courtenay. Courtenay, c'est quand même au niveau folie, au niveau remise en cause, au niveau je mets un coup de pied dans la fourmilière de tout ça, en disant je vais le faire à ma façon. Elle est pareil, c'est grand respect, tu vois, ce qu'elle fait, c'est pas du tout dans notre logique sportive de répétition, elle le fait. Elle y va jusqu'au bout de A à Z. Tu te dis, ouais, un engagement pareil, mental et physique, tu peux que respecter, te dire, waouh, il y a quelque chose à comprendre et il faut gratter pour comprendre pourquoi ça marche. Quelle chanson-là de l'avoir dans notre sport, là, c'est vraiment incroyable. C'est clair. Il y a des coureurs, j'imagine, avec qui ça marche un peu moins bien. L'idée, c'est pas de citer des noms, bien sûr. Est-ce que ça, c'est des choses que tu sais assez vite? Est-ce qu'à un moment, tu constates un désalignement, quelque chose qui te fait te dire que peut-être vous êtes trompé ou que ça ira pas là où tu penses? Ouais, malheureusement, tu le sais assez vite. Tu sais, c'est un peu c'est les histoires des 100 jours, là. Au début, tout va bien et tout s'aligne et tout va bien parce que tu as une motivation complète et au fur et à mesure, tu commences à dévier un peu, à te dérégler. Après, c'est toujours un échec complet au point de vue de te dire, ouais, je me suis loupé parce que moi aussi, je l'ai mis dans cet embarras. Parce que je l'ai fait signer un contrat et on s'est planté. Donc, c'est moi aussi qui est en échec. C'est pas le coureur qui est en échec en prio. En prio, c'est moi parce que je me suis planté dans mon recrutement et je me suis planté dans son accompagnement. Donc là, il y a une remise en cause de mon côté, et ce qui est normal parce que je me dois de me la faire. Et après, côté coureur, c'est vrai qu'il faut qu'on échange, même quand ça ne va pas et quand ça se termine, il faut échanger pour lui aussi, pour qu'il puisse rebondir proprement dans une marque suivante ou dans une autre version de sa carrière. C'est jamais très marrant, mais ça fait partie du job. Est-ce que tu as pu ressentir de l'admiration pour les coureurs que tu as accompagnés? Est-ce que c'est un sentiment qu'il faut s'interdire parce que ça peut là aussi biaiser une relation, ou est-ce que
as admiré soit un coureur, soit certains aspects de sa pratique, de sa discipline, de son savoir-être? Pas pendant que je travaille avec. C'est difficilement compatible d'être le pote, le fan, tout ça, et en même temps d'être le manager parce que il te doit. Il doit à son partenaire des résultats, des attitudes, des ça. Donc il faut quand même que tu aies une certaine recul par rapport à ça. Après, c'est vachement dur à le faire. Tu as envie d'être pote, tu as envie de lui taper dans le dos, tu as envie d'être son fan et d'avoir son autographe. Mais pendant que tu bosses avec, il faut pas le faire parce que c'est pas une bonne solution pour toi et c'est surtout pas une bonne solution pour lui parce que tu vas pas forcément l'amener. C'est un peu comme une histoire de famille. Hein. Hmm. À force de dire toujours oui, toujours dire oui, 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 des fois c'est pas mal de dire non. Ben, il faut pouvoir le dire le non et tu peux pas le faire quand tu es fan et compagnie. Hein. Dans ton rôle, tu as ressenti de la pression toi aussi beaucoup. Est-ce que à quel point tu arrives toi, la gérer, la canaliser? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as les reins solides et une bonne assise? Tu as la pression, mais moi j'ai un peu avec l'expérience, tu commences à comprendre que la pression, faut te la mettre, faut que tu fasses l'éponge, peut-être pour prendre la pression, la surpression qu'a l'athlète. Autant la prendre toi-même. Toi, les limites, elle va pas trop perturber le truc. Mais je t'avoue qu'avec l'âge, quand tu fais des finales de Jeux Olympiques, des choses comme ça, tu arrives à relativiser plus ou moins la pression quand même. Jean-Mi, je te propose de revenir sur quelques petites questions bilan, donc en mode rafale. Ton premier souvenir majeur là, de cette époque Salomon, le premier moment où tu t'es dit là, je vis quelque chose de grand, je suis à ma place, et voilà, quelque chose dont tu te souviens dans les débuts. Victoire de Thomas Blanchet au Templier. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette victoire? Ben, c'était notre objectif numéro un. C'était le Graal, c'était gagner les Templiers, qui reste toujours. Hein. Faut pas déconner, gagner les Templiers, c'est tu marques un gros morceau. Mais là, on avait vraiment travaillé dessus. C'est la première fois qu'on faisait des stages de recrutement. On avait travaillé avec Salomon sur des protos. Des équipes prototypes étaient venues pour proposer des chaussures à Thomas. On avait vraiment bouclé le truc, vraiment de A à Z. Thomas qui gagne, c'était la première grande victoire du team. Ça, elle a marqué, celle-là. Ce que tu as aimé le plus de ton expérience Salomon? La folie et la passion des gens qui travaillaient et qui travaillent encore. Hein. Tu disais, allez, on y va. On tente le truc, on y va. Ce sport, il est pas encore mature, mais on y va. On casse les règles, mais on y va. Quand tu es dans un délire comme ça, tu n'as plus de fringues et tu n'as plus de fringues dans ta vie, toi non plus. C'est que tu vas et tu fais tout à 100%, voire à plus de 100%, et ça reste toujours des bons moments. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins dans ton rôle de team manager? Des tâches qui sont moins agréables, Non. tu prends tout? Bah, excepté quand tu t'arrêtes parce que tu dois arrêter avec un athlète. Ça, c'est vraiment la sale journée. Le sale truc où derrière, je peux te dire que tu vas vite partir en forêt, en montagne pour souffler un moment parce que c'est pas simple. Le reste, c'est que du bonus. Ta décision la plus difficile sur cette période, personnelle ou en lien avec un coureur? Je sais pas, non, c'est toujours une fin de compte, c'est toujours une rupture, c'est toujours une fin d'histoire. Le reste, c'est pas difficile, le reste, ça reste que du sport. Ça reste que du sport. On est quand même là sur un truc fun, on joue pas la vie de personne, donc il faut prendre un peu du recul quand même. Je rebondis sur un post que tu as fait là-bas justement quand tu annonçais ton départ de Salomon autour de quelques chiffres. Je vais te demander à chaque fois de m'isoler un moment en particulier ou voilà, associé à une réalité à ce chiffre. Une année sur ces 28 ans. Quelle année tu gardes tout en haut là, sur ces 28 années? 2017. J'aurais misé 2-3 euros dessus. Donc l'UTMB de François. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il y a eu celle-ci, mais c'était une grosse année. Plus, je crois que c'est 2016, la victoire à Hong Kong. C'est une des rares victoires en team qu'on ait fait. C'est le Trail Walker à Hong Kong où il y avait Andy Simon, Julien Chaurier, Mitch Lan et François. Ils tapent quand même l'armée chinoise, nationale chinoise. C'était plutôt jouissif sur place, surtout à Hong Kong. Tu as parlé de 800 victoires aussi, hormis celle que tu as pu citer. Une autre victoire marquante? Allez, une fille. C'est tellement de victoires. Les perfs de Julie Benedicto, Laetitia Roux qui arrive du ski alpinisme et qui fait une année magique derrière et qui est championne du monde de skyrunning. Julie Roux cette année où j'entends plein de choses sur elle, qu'elle est finie, patati patata. Mais derrière, Bim, Templier, bim, voilà, Saint-Élion. merci, Allez, merci, au salut. revoir, rentrez maison, les détracteurs, là, voilà. Et ta nana, elle est rayonnante. C'est une machine, elle arrive, elle gagne, elle revient à Serponçon ou elle gagne à Serponçon. Derrière, elle valide d'aller au Templier. Tu la vois arriver Templier. 4 mois après son deuxième accouchement, je crois, c'est ça, peu de choses près. Voilà. Elle est rayonnante et derrière, elle regagne dans le froid, la Saint-Élion. Tu dis waouh, respect, là, gros respect sportif. Là. Une nuit blanche, il y en a eu des centaines.
une nuit blanche. Ça serait, je sais pas, Une un peu singulière, ouais. une singulière. Pour ne pas dire épique. Ouais, ça reste encore des nuits. Peut-être les premiers UTMB. Parce que les premières UTMB, on est à la différence de maintenant, on avait le droit de couvrir tous les points d'assistance. C'est-à-dire que avant de faire Courmayeur, il fallait aller faire le lac Combal. Donc tu te prenais le VTT, tu montais en haut du lac Combal, tu faisais un ravito à lac Combal, tu redescendais vite en VTT, t'allais à Courmayeur. C'était juste fou de Courmayeur, tu repartais en VTT, tu montais à Berton. C'était juste dingue. Tu parlais aussi de milliers de retombées presse. Est-ce qu'il y a une chose que tu as pu réaliser aussi sur cette partie la plus com, un souvenir particulier? Après, c'est de la grosse presse parce qu'on avait voulu, on s'était battu un peu pour ça. C'est le portrait de François Daen dans Libération. Ok, ouais, 4e de couve. Qui est quand même, quand tu fais un portrait Libération, ça reste, tu passes un cap. Le portrait était classe. Benjamin Deville, qui avait signé l'article, avait chatouillé François dans le bon sens, on va dire. Et c'était une véritable ouverture. On découvrait vraiment le bonhomme là-dessus. Est-ce qu'il y a un chapitre là de ces 20 dernières années que tu réécrirais, que tu aurais voulu qu'il se passe différemment? Gagner la Western. Toi personnellement? La seule course, pas moi perso, mais qu'un athlète du team gagne la Western, ouais. Parce que c'est la seule course en fait où dans les 800 victoires, la Western ça n'a jamais sourié, ça a tourné, ça a été podium, voilà, ça l'a jamais fait alors que cette course elle est magique. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir toujours tenu le cap que tu t'étais fixé, d'avoir jamais dérogé à ta vision, à tes principes, d'avoir vraiment su dans le temps être fidèle à ce que tu es? Ça ouais. Droit comme un i. Ça ouais, parce que quand tu viens un peu d'où on est, dans montagne et tout, tu te mets des lignes, tu te mets des objectifs et des choses à pas franchir. Tu restes là et tu restes dans tes lignes. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire sur ces 20 années là ou 28 années passées avec Salomon? Qu'est-ce qui te touche? Là, j'imagine qu'il y a eu pas mal de témoignages, j'en ai vu passer certains dans les commentaires sur les réseaux, notamment d'athlètes, mais quelle empreinte tu as eu envie de laisser là et puis quelle de manière générale, enfin on parle de l'époque Salomon, mais c'est ce que tu es fondamentalement, est-ce que tu vas vouloir reproduire, j'imagine? Qu'est-ce qu'on peut te dire qui te fait dire, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et fidèle à ce que je suis? Je sais pas, tu te prends une grande baffe et quand j'ai annoncé ça, ça fait un peu une grande baffe, c'était assez bizarre de dire tout ça. Il y a même tu vois, des athlètes, ça fait 15 ans qu'on bosse plus ensemble, qui ont leur petit message. Le meilleur compliment, je pense, c'est les gens qui te disent, ouais, tu m'as fait grandir, pas que dans le sport. C'est là le truc qui te fait franchement plaisir parce que tu te dis, bon, là, ça a servi à quelque chose. On va parler d'avenir maintenant, Jean-Michel, si tu veux bien. Donc voilà, l'annonce avait, j'imagine, n'a pas été simple après toutes ces années avec Salomon. Je pense pas qu'on ait cité la suite, tu as communiqué officiellement dessus, donc hier, on était lundi 8 janvier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet, ce qui te tend les bras, ce qui te fait envie dans ce projet-là? Le projet, c'est en fait de coordonner les athlètes et des teams pour New Balance sur les pays latins, c'est-à-dire sur la France, l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire on part d'une feuille blanche. New Balance est une sublime marque historique qui a eu des athlètes, des Anton Kuprika, qui a vraiment du monde. Le nouveau patron de New Balance Europe, marketing, qui est Bruno Larocque, a dit ouais, on est New Balance, on est le running. Il faut vraiment qu'on soit aussi là pour le trail running. Donc c'était très simple comme constat. Les produits sont franchement bons. Ils sont même surprenamment bons. On ne les connaissait pas, les produits, parce qu'ils n'étaient pas assez mis en avant. Et tu vois, quand on fait tester aux coureurs les produits, ils disent waouh, ça fonctionne vraiment bien ces produits. Donc le projet, c'est ça, c'est revenir d'une façon simple, revenir avec les codes de trail, en construisant doucement. On pose les bases, on construit autour de l'athlète et avec les athlètes en priorité. On parle beaucoup avec les athlètes sur leur envie, sur leur espoir, sur ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qu'ils rêvent de produits, ce qu'ils rêvent comme événement, pour que nous, ça nous donne un maximum d'informations pour grandir avec eux. Est-ce que ton périmètre sera semblable à celui que tu avais jusqu'à maintenant? Oui. Ouais, là, ça sera très, très proche. Ça sera très, très proche, mais avec cette option aussi de dire on prend le temps de le faire, on n'est pas leader, on n'a pas à défendre une position de leader absolu. On sera peut-être leader dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Presque, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de vraiment coller au sport et amener quelque chose au sport par une nouvelle attitude, peut-être. Du coup, on se permet de tester. Hier, j'ai mis une photo sur mes réseaux. C'est pas forcément une photo que j'aurais mis quand j'étais chez Salomon. Un portrait noir et blanc, ouais. C'est un portrait noir et blanc avec un photographe qui est beaucoup plus branché sur tout ce qui est urbain noir et blanc.
Voilà, tu dis, bah tiens, on va tester. C'est que des micro-tests, des tests, et bon là, c'est anecdotique, mais après, voilà, sur les athlètes, on fait pareil, tu vois, les athlètes, franchement, des jolis athlètes qui vont Ça, c'est une arriver. des premières briques là, que tu poses, c'est ça, c'est structurer l'équipe trail. Ouais, c'est structuré sur les 3 pays avec vraiment une structure d'athlètes complète, c'est-à-dire avec des leaders, des gens très très forts qui sont déjà en place. On va dire des leaders internationaux, des leaders nationaux, et en dessous, des newcomers, des gens qui vont être là pour performer, qui ont un peu le temps, un peu plus le temps de grandir. L'avantage, c'est que j'ai pu choisir mes managers, par exemple, en Italie. Mon homologue et ami avec qui, depuis 20 ans, on travaille chez Salomon, c'est Andrea Calera, parce qu'on partage la même philosophie. Donc, quand on a commencé à monter le projet chez New Balance, j'ai dit non, mais en Italie, il nous faut un manager, c'est Andrea. Il n'y a pas de solution d'autre, c'est Andrea qu'il faut. En Espagne, on est en train de travailler là-dessus aussi. Mais tu vois, c'est vraiment remettre une bonne dose d'humain là où il faut pour grandir d'une façon simple et en cohérence avec la pratique. On observe là pas mal de mouvements d'athlètes là sur la fin d'année, début d'année. Est-ce que tu as le sentiment que le mercato il se complexifie, ça se tend? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué d'attirer des athlètes? Est-ce que tout ça évolue ou est-ce que tu es confronté finalement à une situation qu'il y a quelques années? Bon, là, parce que maintenant, là, tu as quand même une cinquantaine de teams, on va dire que tu as une quinzaine de gros teams, donc automatiquement, il n'y a pas plus d'athlètes de très très forts. Bah, tu te bats un peu plus sur les athlètes. Les athlètes sont un peu plus exigeants, et tant mieux. Moi, ça m'éclate que l'athlète soit exigeant, parce que si l'athlète est exigeant, c'est qu'il a vraiment quand même déjà une vision de ce qu'il veut être à court terme et à moyen terme. Par exemple, si maintenant on parle avec des athlètes, tu vas leur parler autant de financier, mais aussi de structure. Et ce qui est intéressant aussi, tu vas leur mettre en avant, ben, tu fais des stages, que tu as des kinés, que tu as des photographes, que tu as des gens en communication, que tu as un soutien humain. Mais pour nous, pour Andrea ou Santi en Espagne, on met aussi énormément de côté en avant que c'est des mini-teams avec des structures autour et des structures très très humaines autour. Quel que soit l'objectif, on est là et on reste là. Est-ce qu'elle pourrait être compatible avec un double projet éventuellement sur les athlètes qui souvent de plus en plus ont d'autres aspirations, ne veulent pas mettre précisément tous leurs œufs dans le même panier? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez accompagner, que vous avez envie de favoriser? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tu es là pour écouter les athlètes. C'est eux qui ont souvent la bonne solution. S'il veut partir d'un double projet, c'est qu'il y a un intérêt. S'il a un intérêt, lui, on peut avoir un intérêt, nous. Ce qu'il faudrait surtout pas faire, c'est dire non, stop. Ouais, ton truc, c'est nul. Moi, j'ai la bonne solution. Ce que tu me proposes, c'est nul. Ça n'a jamais marché. Non, bah, peut-être qu'il a raison. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'on creuse pourquoi il a raison et qu'on y aille et qu'on l'accompagne là-dessus. S'il se plante, s'il a tort d'entrée, il faut qu'on lui dise aussi. C'est juste être transparent et honnête. Jean-Mi, donc on l'a dit au tout début de cet épisode, tu as rangé soigneusement ta casquette Salomon dans un placard. Ta casquette d'orga de course, elle est à portée de main encore? Elle est pas loin là sur ton bureau? Ça continue tout ça? Ah, Serpent-son? ouais, l'orga de course, ouais. Grand Trail de Serponçon, ouais, ça continue. Là, c'est vraiment complètement différent. Nous, on est une structure complètement bénévole. On se bat à monter notre event avec une structure bénévole, ce qui est pas simple actuellement. Tu vois, on n'a pas de label. On fait un ultra sans label, c'est un peu compliqué. Et avec des codes où on s'impose des codes très compliqués parce qu'on se limite en nombre de coureurs, on se limite en nombre de prestataires. Tous les prestataires, les dotations et tout doivent être locales. On se met plein de contraintes, mais parce que ça nous éclate. Parce que là, on veut mettre en avant notre territoire, on veut mettre en avant les Hautes-Alpes. Là, on bosse avec un Serge Moreau, avec un Ovni Péloquin, avec plein d'autres organisateurs locaux, des Patrick Michel, des gens comme ça. Et parce qu'on se dit, ouais, ça vaut tellement le coup de faire découvrir notre endroit qu'on le fait et qu'on prend vraiment notre pied là-dessus. Pardonne-moi la question suivante, qui est peut-être un peu naïve. Est-ce que ça veut dire que ton mouvement, il veut dire que tu ne travailleras plus avec François, même à titre individuel? Je sais pas. Et on sait pas, et on sait pas. C'est sûr que je ne travaillerai plus sur ces assistances. Ce serait assez bizarre. Ça serait quand même compliqué. Après, en Peut-être d'autres formes soutien, de... Ouais. en notre forme, oui, en soutien sur ces événements. Sur ces événements, oui, ça c'est sûr. Sur Ultra Spirit, en septembre, c'est sûr que oui. Sur son soutien sur des RP, sur soutien sur sa communication, sûrement oui. Après, non, mais il y a des choses que tu peux pas parce que quand je serai avec un Damien Humbert qui est New Balance, qui sera là pour faire très bien à l'UTMB, je peux pas être à côté de François sur la zone de ravito. Jean-Mi, on approche de la fin de cet épisode. Cette saison, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? C'est quoi le vœu qu'on peut exprimer pour toi? À la fois pro, puis aussi perso, c'est important.
que la feuille blanche se remplisse dans le bon sens et qu'on arrive à commencer à construire quelque chose de propre, ce qui est important parce que pour nous, 2024, c'est que de la construction. En 2025, 2026, on ira peut-être un peu plus vite, mais on va construire en 2024. Et perso, vivre heureux dans les Hautes-Alpes et rencontrer plein de gens et que plein de gens ont envie de venir ici dans les Hautes-Alpes. Tu m'as l'air dans les bonnes dispositions pour ça, là. Je pense que tu es bien, Ouais. là. Tu m'as pas l'air malheureux. Merci beaucoup, Jean-Mi, d'être revenu sur ton parcours et puis pour tout ce que tu as accompli au sein de Salomon et puis ta contribution plus largement pour notre sport. Je pense que tu expliquais aussi dans le premier échange, c'est que finalement, ce que Salomon apportait dans sa vision, finalement, servait aussi globalement ce sport. Bah voilà, je pense que toi, tout ton travail et ton engagement, qui sont hautement appréciés aussi, contribuent à rendre ce sport encore plus beau. J'en profite, je te l'ai, je pense, jamais dit. Merci à la confiance que tu as accordée à Course Épique dès le début. Voilà, cette interview qu'on a faite ensemble, Course Épique était un bébé podcast. Et voilà, c'est une confiance que tu m'accordes sans discontinuer depuis. Donc voilà, je l'oublierai jamais, je te remercie pour ça. Et puis surtout, bonne prise de fonction chez New Balance. C'est l'avenir qui compte désormais. Je te souhaite plein de bonheur, de t'épanouir et puis de connaître le succès auquel tu peux aspirer. Et puis que cette belle page blanche devienne un super livre. Et puis voilà, qu'il y ait plein de très jolis chapitres qui s'écrivent au fil des années. Merci à toi, Guillaume. Et tu sais, comme toujours, c'est toujours le pied de se rencontrer, que ce soit dans toutes ces courses, sur ces plateaux, sur l'Ultra Spirit où tu as performé. Et, mais voilà, mais il faut, tu vois, et moi je reste persuadé qu'il faut qu'il y ait des médias, il faut qu'on ait des podcasts, il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire vivre ce sport et aller tous dans le bon sens. Donc merci à toi. Vivons passionnément ce sport. Merci à toi, voilà. Jean-Mi, c'était un grand plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.